Dès que je suis fatigué, dès que je suis stressé, je me tourne vers la nourriture. Je me retrouve peut-être même quotidiennement à me tourner vers le placard, à manger alors que j'ai pas faim. Manger n'est pas le problème, c'est la solution inconsciente à un problème plus profond. Le fait de manger, ça permet d'apaiser quelque chose. Après, il y a la culpabilité qui arrive, il y a la honte, il y a beaucoup de mal-être qui arrive. La croyance, en fait, au fond, toujours, c'est pour être aimé, je dois être mince. Moi, j'ai accompagné des personnes à perdre du poids sans rien toucher à leur alimentation, au sport ou quoi que ce soit, juste avec des prises de conscience. Elles ont perdu du poids parce qu'elles avaient plus besoin d'avoir ce poids-là. Salut Thibaut, je suis content de te retrouver dans ce podcast aujourd'hui. Donc pour t'expliquer un petit peu l'objectif, moi ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on fasse donc un podcast où on va parler des blocages que rencontrent les clientes qu'on accompagne au quotidien, des personnes qui n'ont pas l'habitude de parler de gestion des émotions, de parler de relation à la nourriture. Donc pour rappel, nous, on accompagne des femmes à apprendre à gérer leurs émotions autrement que par la nourriture. Et donc c'est parfois un petit peu flou, tu vois, ce sujet, parce que la plupart des personnes qui essayent de perdre du poids, de se sentir mieux dans leur peau, elles vont faire des régimes, classiquement. Elles vont essayer de se concentrer sur ce qu'elles mangent, de faire plus de sport, de se restreindre. Et l'approche qu'on essaye d'amener et qu'on a, c'est d'essayer de comprendre ce qui se cache en dessous de tout ça. Et souvent, il y a des raisons qui sont un peu plus profondes, un peu plus émotionnelles. Et c'était important pour nous de te faire venir parce que tu as déjà coaché pas mal de femmes au sein de notre accompagnement. Tu as vraiment une vraie spécialité, une vraie expertise sur ce côté gestion des émotions, changement de perception, travail sur soi, etc. Donc tu vas nous en parler. Bienvenue à toi du coup. Mais écoute, merci pour cette invitation. Ouais. Comment tu te présentes du coup? Grande question. Donc je m'appelle Thibaut, je suis coach, thérapeute aussi, et voilà, j'accompagne différentes personnes à travers ce qu'elles peuvent expérimenter, à travers leurs intentions, leurs différents objectifs, ouais, tout simplement. Ok. C'est quoi la différence pour toi entre un psy, la psychothérapie comme on l'entend d'habitude, et le côté coach? Parce que tu vois, coach en émotion, c'est un sujet qui est, enfin, parfois c'est un peu large et parfois c'est un peu flou aussi. Comment tu décrirais, toi, la différence entre les deux? Ouais, l'approche psy, on va se concentrer, on va beaucoup retourner dans le passé, ce qu'on peut retrouver aussi dans le coaching, mais l'approche psy, on va beaucoup plus avoir une approche, on va être beaucoup dans l'écoute et on va laisser la personne faire ses associations par elle-même, et on va l'écouter, et je trouve que c'est une approche qui peut prendre beaucoup de temps. Dans le coaching, la différence, c'est qu'on va poser, le coach ou l'accompagnant, peu importe, va poser beaucoup plus de questions pour, comme, entre guillemets, provoquer un changement, une prise de conscience, un changement de perspective, un changement émotionnel. Donc, dans un sens, ça peut être plus rapide, mais ça peut aussi être beaucoup plus challengeant. Parce qu'on va comme favoriser, créer le déclic, alors que la personne, peut-être que si on l'avait laissé faire par elle-même, ça aurait pu prendre peut-être... ça dépend, il y en a, ça leur prend 3 mois, et puis il y en a, ils font 20 ans de psychothérapie, et ils sont un petit peu toujours au même endroit. Donc, je trouve que c'est une des différences majeures. Après, il y a plein d'autres choses, hein, c'est quand même très très vaste comme domaine, mais voilà, c'est une approche, je trouve, beaucoup plus proactive, je dirais, le coaching, par rapport au côté, on va dire, la psychanalyse, et je trouve aussi que la différence qu'on peut faire, le coaching vraiment à proprement parler, normalement, le coaching, c'est vraiment juste, ok, c'est quoi ton objectif, c'est quoi ce que tu veux réaliser, on va te connecter à tes ressources pour que tu les réalises dans le futur, sans prendre en compte le passé. Et en fait, moi, c'est pour ça que je dis que je suis coach-thérapeute, parce que moi, je réunis les deux, en fait, maintenant. Je réunis vraiment les deux, parce que pour moi, on peut pas, l'un sans l'autre, je trouve, et peut être limitant. Ok, hyper intéressant. Donc pour prendre l'exemple classique d'une personne qui pourrait regarder ce podcast, et des femmes qu'on accompagne, la plupart du temps, donc elles ont à un moment de leur vie un objectif de je veux perdre du poids. Souvent c'est assez loin, justement, ça remonte peut-être même à l'enfance, à des sujets du passé, le rapport à la mère, etc. Mais bon, grosso modo, c'est à un moment de ma vie, je veux perdre du poids. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un régime, j'en perds, et puis au bout d'un moment, en fait, la vie elle passe, je finis par reprendre, je refais un nouveau régime, je reprends, etc. Et je suis arrivé à un point où ça fait peut-être 20 ans, 30 ans que je galère en fait avec ce sujet. C'est presque même le sujet de ma vie. Et j'en suis arrivé aussi du coup à un stade où j'ai complètement perdu estime de moi, j'ai perdu confiance en moi. Dès que je suis fatigué, dès que je suis stressé, dès que je suis pas en forme, dès qu'il y a un grain de sable dans la machine, en fait je me tourne vers la nourriture. Donc ça a créé exactement l'inverse de ce que je voulais à la base, qui est je veux perdre du poids, je veux faire attention, mais en fait je me retrouve peut-être même quotidiennement parfois à me tourner vers le placard, à manger alors que j'ai pas faim, à manger plus que mes besoins, à grignoter, ou alors à être vraiment dans le foutu pour foutu. Donc pendant quelques jours je tiens et je fais tout bien,
Et puis le week-end ou machin, il y a tout qui part. Donc c'est vraiment l'extrême inverse. Et donc parfois, il y a des différents niveaux de conscience. C'est-à-dire que parfois, je n'ai pas encore conscience que c'est vraiment le côté émotionnel qui joue. Parfois, j'en ai conscience et du coup, j'ai déjà commencé un peu un travail de psy. Mais souvent, je suis encore un peu flou sur comment changer les choses. Donc peut-être la première question que je pourrais te poser par rapport à ça, c'est surtout, toi, comment tu décrirais en fait ce mécanisme de lien entre les émotions et la prise de poids. Alors, nous, on parle beaucoup d'alimentation émotionnelle. Toi, déjà, comment tu définirais ça, en fait? Comment je définirais ça? Comment je définirais le... C'est quoi le ça pour toi, là? C'est le lien entre... Ouais, comment tu... Alors, peut-être, si je pose la question un peu différemment, pour toi, c'est quoi le vrai problème Ouais. d'une personne? Voilà, la personne Ouais. qui essaye de perdre du poids, qui n'y arrive pas, c'est quoi le vrai problème? Ok. Et en expliquant, tu vois, de la surface à la phase émergée de l'iceberg. Parce que souvent, il y a plusieurs couches. Très intéressant. Premier truc qui me vient, le vrai problème, c'est de croire qu'il y a un problème. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Je vais expliquer un petit peu. En fait, tu as parlé d'état de conscience, de niveau de conscience. Le problème, il est abordé à partir la situation plutôt est abordée à partir de l'état de conscience que manger est un problème. Et en fait, tant que je considère que c'est un problème, donc je reste dans cet état de conscience-là, je vais pas pouvoir le régler. Ça sera toujours mon problème, et puis après on s'identifie au problème. Enfin bon, il y a plein de choses, mais en fait, il faut bien comprendre, pour moi, l'une des clés, elle est là, c'est qu'en fait, manger n'est pas le problème, c'est la solution inconsciente à un problème plus profond. Ça peut être la femme qui, le soir, rentre chez elle, après une journée de travail qui était fatigante, qui était dure, un travail qui lui plaît pas, son patron qui lui casse les pieds pour rester poli. Bref, une journée où vraiment elle en peut plus. En fait, elle n'est pas nourrie par sa vie. Et donc du coup, elle va compenser. Et comment elle va nourrir autrement? Elle va manger. Mais le problème, c'est pas qu'elle mange. En fait, le fait de manger, c'est pour compenser un mal-être profond. Le fait de manger, ça lui apporte un bien-être à court terme. Ça lui apporte du plaisir, du réconfort, de l'apaisement. À chaque fois, chaque personne, j'en ai accompagné des centaines sur ces sujets-là, plusieurs centaines. À chaque fois, c'est la même chose. Le fait de manger, ça permet d'apaiser quelque chose. C'est très court, parce qu'après, il y a la culpabilité qui arrive, il y a la honte, il y a beaucoup de mal-être qui arrive. Mais dans l'instant où la personne mange, ça lui apporte quelque chose qui lui fait du bien. Et en fait, tant que je considère que c'est un problème, que c'est mal, dès que je juge que c'est mal, je ne peux pas comprendre quel est le besoin inconscient qui est nourri. En fait, pourquoi je mange? Ça me fait du bien. Mais en fait, pourquoi j'ai besoin de me faire du bien? Parce que je vais pas bien, parce que je vais mal. Et si j'apprends à aller mieux, que ce soit dans mon couple, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mon rapport à mon corps, quelle que soit ma thématique, mes sujets, je vais moins avoir besoin de compenser et d'aller mieux d'une façon inconsciente qui en fait n'est pas juste pour moi, n'est pas écologique, n'est pas saine pour moi. Et puis encore, il peut y encore avoir d'autres choses. Prendre du poids, c'est une défense, je deviens moins attirant parce qu'il s'est passé d'autres choses. Il peut y avoir plein de bénéfices, en fait, plein de choses que ça m'apporte de manger ou de prendre du poids. Dès que je me comprends, je peux m'amener de la compassion, de l'amour en fait. Ok, je fais ça parce qu'en fait j'ai besoin de ça. Ok, et là je fais un pas vers moi en fait. Je suis plus en train de me juger. Dès que je me juge, je me dis que c'est mal, je me sépare. Je suis en train de réunir là. Et je suis en train de revenir à moi. Et là, ça ouvre des portes en fait. Ça ouvre la suite en fait. Et ça permet surtout de lâcher la culpabilité, le jugement. Imaginons que dans mon enfance, je grandisse avec... on me transmet des pensées, des croyances, et même un système de vie autour de tu dois aider les autres, tu dois t'occuper des autres, tu dois faire passer les autres d'abord, parce que peut-être que ma mère est comme ça, on m'a appris de vivre comme ça, c'est le plus important, que je dois pas... faut pas être égoïste, tu vois, il faut vraiment s'occuper des autres, c'est le plus important, c'est comme ça que tu es une bonne personne. Et j'étais aimé, je recevais de l'amour, de l'affection, de l'attention quand je m'occupais des autres. Et là, inconsciemment, qu'est-ce que ça crée quand je suis enfant? C'est ok, je reçois l'amour de mes parents, peut-être de mes frères, de mes sœurs, des personnes les plus importantes, quand je suis en train d'aider les autres, quand je suis en train de faire des choses pour les autres. Et ça, on l'enregistre en fait. On l'enregistre, ça devient une pensée, une croyance, ça devient mon identité. Et après, je grandis avec ça, où moi je suis quelqu'un de pas égoïste, moi je suis très altruiste, j'aide les autres. Ok. Sauf que qu'est-ce qui va se passer souvent dans ce genre de construction? C'est qu'à force de toujours aider les autres, en fait, moi je m'aide plus en fait. À force de répondre, de nourrir les besoins des autres, je nourris plus mes besoins. Et même, ça va plus loin. C'est qu'en fait, j'oublie mes besoins, j'en ai même plus conscience. Et après, je développe une carte du monde où pour moi, tout le monde devrait fonctionner comme ça. Je fonctionne comme ça, donc en fait, le monde doit fonctionner comme ça. Parce que être égoïste, c'est mal, être altruiste, c'est bien. Et donc, comme mes besoins ne sont pas nourris, au bout d'un moment, ça va me créer des manques, ça va me créer des souffrances. Et je vais commencer à reprocher aux autres de ne pas nourrir mes besoins, parce que moi, je nourris les leurs. Et donc, on rentre dans ce cercle de
Souvent, dans les couples, par exemple, tu vois, ça compte les points, ça joue au ping-pong. Oui, mais moi, j'ai fait ça pour toi, toi, t'as pas fait ça pour moi. Parce qu'on se dit, bah oui, mais c'est normal. Moi, je suis quelqu'un d'altruiste, toi, tu dois faire ça pour moi. Et donc ça se crée durant l'enfance. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est quoi le lien? On pourrait me dire, mais c'est quoi le lien avec l'alimentation? C'est que très souvent, quand je me nourris pas, je nourris pas mes besoins, j'utilise le terme nourrir exprès, je vais trouver un autre moyen pour me nourrir, en fait. Et je vais revenir vraiment à la première définition de se nourrir, où je vais manger. Donc ça peut être un exemple. Et tout ce qui va avec le j'ai pas le temps, parce que ça, c'est un truc qui revient beaucoup. J'ai pas le temps pour moi. Oui, parce que je le donne pour les autres. J'ai pas de temps pour faire du sport, j'ai pas de temps pour... Et donc, je suis tout le temps dans la course. Et comme je suis tout le temps dans la course, j'ai les émotions qui vont avec. Donc, j'ai les comportements qui vont avec. Et ça, c'est intéressant parce que, tu vois, enfin, j'ai pas le temps, on peut prendre le temps d'en parler parce que ça, c'est une illusion. Parce que j'ai pas le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose pour moi qui est plus important. Je prends pas le temps. Ouais, en fait, j'ai pas le temps, on a tous le même temps, et même le temps est une illusion, mais c'est juste que je priorise pas ça. Pourquoi je priorise pas? Parce que ça vient en conflit avec mon identité. Tu vois, si je reprends l'identité de je suis altruiste, je fais les choses pour les autres. Faire des choses pour moi, peut-être manger plus équilibré, faire du sport, aller marcher ou méditer ou j'en sais rien, c'est pas faire pour les autres, c'est faire pour moi. Donc ça va à l'encontre de mon identité. Et donc là, il y a un conflit d'identité. Et c'est pour ça que ça bloque. Donc oui, j'ai pas le temps, c'est ce qu'elles vont dire, c'est aussi un sujet que j'ai très souvent en session, mais en fait, le vrai sujet, c'est que je perçois que c'est en inadéquation, que c'est en conflit avec mon identité. Et donc tant que je garde cette identité, ça sera très difficile d'avancer. Parce que je vais comme un peu me forcer. Et toute approche qui est basée sur ce que j'appelle la force ne fonctionne pas. C'est ce que tu as dit au tout début. Je fais un régime, donc je me force, je me contrains, mais ce à quoi je résiste persiste. Donc ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne sur un court moyen terme, et en fonction des personnes. Oui, des personnes qui sont très, très young, qui peuvent se contraindre, se discipliner. Ok, mais bon, au bout d'un moment, ça va juste lâcher. Ouais. Je rebondis sur ce que tu dis, parce que souvent, le profil de femmes qu'on accompagne, qui va être vraiment dans ce schéma de je me priorise pas, je priorise les autres, j'ai pris du poids, je suis pas bien, etc. Ce qu'il y a en dessous de tout ça, c'est vraiment je m'aime pas en fait. Et je m'aime pas, ça crée pour que je m'aime, pour que j'aille mieux, il faut justement que je perde du poids, parce que le jour où je perdrai du poids, déjà dans le miroir, ce sera mieux. Quand ce sera mieux dans le miroir, je pourrai remettre les fringues que je veux, je pourrai du coup avoir plus confiance en moi, j'aurai plus d'énergie, mon conjoint me regardera mieux, etc. Enfin, en tout cas, ça aura plein d'impacts positifs. Mais du coup, je reste vraiment dans ce schéma, je me bats avec moi-même pour réussir à atteindre ça. Et comme ça, le jour où j'y arriverai, je m'aimerai. Et parfois, elles ont déjà en fait entendu aussi ce truc de oui, mais apprends à t'aimer. Tu vois, apprends à t'aimer toi d'abord. Et c'est ce qu'on essaie aussi de leur montrer, c'est-à-dire que tu as besoin déjà d'être plus apaisé avec toi-même pour pouvoir avoir une meilleure relation à tes émotions, à la nourriture, et donc que le poids soit plus une conséquence d'une version de toi-même qui est déjà mieux en fait. Mais alors ça, c'est pas évident. Parce que j'ai pas envie de m'accepter comme je suis, et le but, c'est pas juste de se dire je m'aime comme je suis. Donc moi, la question que j'aimerais te poser, c'est comment on apprend à s'aimer? C'est une très grande question. C'est quoi ta vision des choses là-dessus? Ça peut être très compliqué, mais ça peut aussi être très simple. Ça pourrait être, ok, je liste ce que j'aime le moins chez moi. Je sais pas, ça peut être, voilà, chaque personne, c'est un exercice qu'on peut tous faire, que j'ai déjà fait personnellement et que j'ai déjà fait faire à des personnes en session. C'est d'aller, ok, chercher qu'est-ce que j'aime pas chez moi. C'est quoi? C'est quand je suis comme ceci, c'est quand une partie de mon corps, c'est quand je fais ça, quand je dis ça, etc. etc. Et je vais les prendre une par une, et puis on va aller travailler dessus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est comme... c'est la même chose que j'ai expliqué juste avant sur le fait de manger. C'est en fait, je vais, au lieu de me séparer de ça, au lieu de le réprimer, de vouloir me dire non, il ne faut pas que je sois ça, il ne faut pas que je sois comme ça, je vais aller m'approcher de cette part-là de moi, et je vais aller déjà lui donner de la compréhension. Je vais essayer de comprendre en fait pourquoi je suis ça. Pourquoi je me comporte comme ça, ou pourquoi mon corps il est comme ça. Et en fait, là, ça ouvre plein de portes. Tu vois, ça me fait penser à une session que j'ai eue il y a quelques semaines, où la personne, même ce genre de session, j'en ai eu plein, où c'était une femme également, qui n'aimait pas son corps. Je lui demande pourquoi, etc. On creuse, on avance ensemble. Et il est trop gros, il est trop gras, il est trop ceci, etc. etc. Ok. Et en fait, à force de lui poser des questions, d'explorer en fait pourquoi elle est comme ça, en fait, elle a mis le doigt sur, ok, en fait, prendre du poids, ça m'a rendu moins désirable vis-à-vis des hommes, parce que j'étais plus grosse, plus grasse, et dans nos standards, il y a peu de personnes, en tout cas dans notre société actuellement, qui trouvent ça attirant, désirable. Et donc c'est une protection. Mais pourquoi je me protège? Parce qu'en fait, j'ai eu des problèmes avec les hommes étant plus jeune.
J'ai vécu des choses, des situations où je me suis senti vraiment en danger. J'ai pas su dire non, j'ai pas su dire stop, j'ai pas su poser des limites. Et donc, comment je pose une limite? C'est mon corps maintenant, pour moi, qui pose des limites, qui dit non, qui repousse. Et c'est comme ça que j'apprends à m'aimer, en fait. C'est en voyant pourquoi j'ai créé ça. Pourquoi j'ai créé ce corps. Parce qu'on a toujours le corps, moi je suis persuadé qu'on a toujours le corps le plus juste pour ce qui est le plus important pour soi. Mais sauf que c'est inconscient. Et tant que je suis occupé à ne pas m'aimer, donc séparer, condamner, juger, je peux pas le comprendre, je peux pas le voir. Et à partir de là, je connecte à mon génie créateur, en fait, si je puis dire. Ok, j'ai pris du poids, parce qu'en fait, pour moi, le plus grand danger, c'était l'homme. Et l'homme dans ses pulsions, dans ses désirs, parce que j'ai vécu certaines choses quand j'étais ado, etc., etc. Et donc, en fait, je me protège comme ça. Okay. Mais là, quand je vois ça, je peux commencer à... Déjà, je sais pourquoi c'est là, et je peux commencer peut-être à apprendre à me protéger autrement. Parce que j'aurai plus besoin... En fait, la raison d'être de mon corps ne sera plus présente. Donc, j'aurai plus besoin d'avoir du gras, et je dis bien d'avoir et pas d'être, parce que ça aussi, c'est un autre sujet, mais d'avoir du gras pour me protéger, parce que je vais apprendre à me protéger autrement. Okay. Ça fait sens? Ouais, ça fait sens. C'est juste, du coup, la fonction, enfin le cerveau qui a créé une fonction, une croyance, en gros d'un point de vue neuronal, c'est protection, survie. Ouais. Donc c'est pas un truc bizarre quoi, c'est juste les gens n'ont pas de problème. Au contraire même. Tous des puissants génies, mais c'est juste qu'on est inconscient, on est endormi, c'est tout. Et donc on se rend pas compte. Et comment je m'aime, comment j'apprends à m'aimer ou comment je me donne de la compassion, mais c'est justement en allant me comprendre en fait, en arrêtant de me juger. C'est juste le petit mental voilà, qui est occupé à tout juger. Et c'est pour ça qu'on s'aime pas. Parce qu'il dit, mais ça c'est mal, ça c'est bien. Il met des étiquettes. Ouais. Et en faisant ça, il sépare. Ouais. Et l'étiquette mal, ça c'est mal, elle m'empêche de comprendre pourquoi c'est là. Parce que tout ce qui est a une raison d'être. Et quand je dis que c'est mal, ça m'empêche de comprendre la raison d'être. C'est pour ça que c'est pas évident de le faire seul, parce qu'en fait, on est seul face à ses propres croyances et limites. Donc c'est ça qui est pas évident. Et ça demande une autre vision, une autre perspective. Ouais. Donc seul, au début, peut-être si on n'a pas l'habitude de faire ça, les premières fois, c'est pas évident. Ça demande vraiment de changer de paradigme. Parce que ça fait 30 ans que je me raconte un discours, une histoire, que mon corps il est pas bien, il devrait pas être comme ça, que c'est mal, que ça sert à rien, que c'est moche, je ne sais quoi. C'est très compliqué de changer d'histoire. Et alors du coup, c'est quoi les impacts positifs quand on réussit à renverser ça et vraiment à avoir cette prise de conscience? Ça dépend vraiment. Mais en fait, ce qui va se passer très souvent, c'est que le besoin qui cherche à être nourri inconsciemment, on va mettre de la conscience dessus. Donc je vais pouvoir Déjà, je reviens au début. Première chose, la prise de conscience permet de me dire, mais ok, est-ce que j'ai vraiment ce besoin-là ? Est-ce que je suis vraiment en danger ? Ou en fait, c'était la petite ado de 12 ans qui était en danger parce qu'elle n'a pas su dire non, parce qu'elle n'a pas su poser des limites. Ok, peut-être que maintenant, j'ai 40 ans, je sais plus m'affirmer. Ok, peut-être que maintenant, je suis plus en danger en fait. Et déjà, rien que ce déclic, moi j'ai accompagné des personnes à perdre du poids sans rien toucher à leur alimentation, au sport ou quoi que ce soit, juste avec des prises de conscience. Elles ont perdu du poids parce qu'elles n'avaient plus besoin d'avoir ce poids-là, tout simplement. Donc, je dis pas que ça marche pour tout le monde facilement comme ça, hein, attention. Mais déjà, cette première prise de conscience, elle peut changer beaucoup de choses. Après, ça peut être, ok, j'ai réalisé ça, mais en fait, j'ai toujours ce besoin-là. Et du coup, je vais pouvoir le développer autrement. Si je reste sur mon exemple de poser des limites, de dire non, de dire stop, ok, qu'est-ce qui m'empêche de dire non, de dire stop, etc. Peut-être qu'il y a des croyances, des pensées, une structure, une identité qui m'empêche d'accéder à ça. Et comment je le fais, comment je dis non, comment je dis stop ? Avec mon corps. Et du coup, je vais pouvoir apprendre, ça va pas vraiment de l'apprentissage, c'est prendre conscience pour changer mon identité. Parce que si j'ai une pensée qui me dit ouais, mais quand je dis non, je suis égoïste, je sers pas l'autre, etc., mais c'est pour ça que j'arrive pas à dire non. Donc pareil, c'est un travail identitaire, on va continuer à aller décortiquer ça. Ok, pourquoi je dis pas non ? Je sais pas, parce que j'ai eu un modèle parental peut-être, ou j'ai ma mère qui disait jamais non, qui me donnait tout, parce qu'elle pensait que c'était ça l'amour, c'était de dire oui à tout, et tout donner, etc., etc. Bon, c'est des exemples, hein, mais c'est un petit peu ça la suite, c'est ça qui va se passer en fait. Et ça va créer des changements, ça va créer des réajustements, entre guillemets, et il va y avoir de la conscience en fait. C'est vraiment de la conscience. La clé, c'est la conscience et la présence. Okay. C'est juste ça, enfin, c'est juste ça. C'est à la fois simple et compliqué. Mais après, la personne, ce qui se passe, c'est que petit à petit, le fait de manger va devenir, entre guillemets, plus juste. C'est-à-dire qu'elle va réaliser, ok, là je mange, mais en fait j'ai pas faim, et pourquoi je mange ? Ah ok, mais je suis stressé. Est-ce que je veux réguler mon stress par l'alimentation ? Parce que maintenant que j'ai la conscience dessus, c'est déjà beaucoup plus simple. Je suis moins soumis à la pulsion, tu vois, à la pulsion où je suis comme si j'étais plus maître de moi en fait, quelque chose qui me dirige. C'est déjà beaucoup plus apaisé. Je comprends pourquoi c'est là. Je comprends ce qui se passe en moi.
Et Ouais, ouais. hyper intéressant. Et c'est quoi, une fois qu'on a ça, du coup, c'est quoi les impacts positifs que ça peut avoir dans les différents domaines de vie, relations, poids, forcément, travail, autres, toi, comment ça rayonne après? Ouais, comme tu dis, enfin, très souvent, ça va avoir des impacts sur beaucoup de domaines de vie, des impacts positifs sur beaucoup de domaines de vie. Et ce qui peut se passer, c'est que j'ai plein de fois des personnes qui vont commencer peut-être je sais pas, ça peut être des activités, des hobbies, des choses qu'elles voulaient faire depuis longtemps, mais qu'elles s'interdisaient, arrêter des choses qu'elles ne s'autorisaient pas à arrêter, mais qui étaient plus justes pour elles. Il peut y avoir des changements comme ça où s'affirmer, ou poser des limites. Et forcément, le corps va suivre en fait. L'alimentation va suivre parce que, encore une fois, le besoin qui était inconscient va être nourri autrement. Et ça va passer par. Ouais, souvent, il y a c'est la communication qui va changer, l'acceptation de soi. Enfin, vraiment, c'est très vaste. C'est vraiment vaste et ça dépend de chaque personne, hein. Mais comme on disait au début, oui, il y en a qui vont peut-être changer de travail, il y en a d'autres qui vont pas du tout changer de travail, mais qui vont, dans leur travail, peut-être dire à leur patron bon, ben maintenant, je vais plus faire d'heures sub jusqu'à 21h, quoi. J'en ferai peut-être une ou deux de temps en temps pour aider ou machin truc, mais je vais revenir sur quelque chose qui est plus juste pour moi. Et quand ça va être plus juste, quand l'entièreté, l'ensemble de ma vie va être plus juste, ouais, je vais garder ce terme, plus juste, je vais moins me sentir en souffrance, et du coup, je vais moins avoir besoin de compenser avec, Ouais, par exemple, t'as peut-être la des, nourriture. t'arrives à passer des temps de meilleure qualité Ouais, avec les enfants, au boulot, peu importe, t'as plus d'énergie, tu te sens complètement. mieux, t'as peut-être plus envie aussi peut-être de prendre soin de toi, donc tu vas plus souvent Complètement. bouger, faire du sport, même sans t'en rendre compte. Ouais, Ce qui fait que derrière, bah, le poids, il descend plus facilement. Donc, il y a tout qui s'enclenche positivement. C'est ouais, un peu un cercle. Tu passes d'un cercle vraiment vicieux à un un cercle cercle vertueux. vertueux, quoi. Complètement. Et ce qui se passe aussi, c'est que tout le chemin devient plus apaisé. Parce que je peux avancer à perdre du poids en me disant, avec cette énergie de je suis pas bien, je suis pas assez, j'aime pas mon corps. Je peux aussi avancer à perdre du poids, faire ce même chemin avec cette énergie, cet état d'être de en fait, je comprends pourquoi j'ai fait ça, je comprends pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai ce corps-là, pourquoi je mangeais, je comprends ces parts de moi qui me font faire ça, et en fait, je les accepte, je les remercie. Elles ont fait tout ce travail, par exemple, pour me protéger, pour survivre, Mm. faire ceci, faire cela. Et maintenant, je vais opérer à partir d'autre part, en fait, plus consciente, plus présente. Et le chemin est beaucoup plus agréable. Plutôt que d'être dans un chemin où je me raconte l'histoire que je suis pas assez, je suis pas ce qu'il faut être, etc., ou qui est un chemin de souffrance, qui est un chemin où je vais culpabiliser, où je vais avoir honte, où je vais baisser, enfin, mon estime va diminuer, etc. Donc c'est Ouais. aussi le chemin qui devient beaucoup plus léger, Mm. en fait. Ouais, complètement. Et Et là, quand il est plus léger, il va aussi plus vite, du coup, après. ouais. Et je pensais à ça dans le sens où là, on parle du poids, de la nourriture, mais ça marche dans tous les domaines de vie. Si Ah ouais, j'ai un objectif ouais, ouais, de relations, de travail, si je veux monter en compétences. Souvent, il y a des complètement. espèces de blocages comme ça, vraiment internes, psychologiques, inconscients, Ah oui, moi j'accompagne sur émotionnels. tout sujet, et c'est les mêmes structures à chaque fois. C'est quoi les plus gros blocages? Toi, t'as fait, je sais pas combien de séances de coaching t'as fait, tu en faire vraiment beaucoup. Beaucoup, ouais. Mais c'est quoi Là, tu vois, même si on dézoome un peu sur les personnes qui viennent te voir avec un objectif quelconque, c'est quoi les plus gros blocages qui reviennent à chaque fois? Qu'est-ce que tu veux dire par plus gros blocage? C'est-à-dire l'exemple précis d'une situation ou Je sais pas, peut-être la croyance la plus limitante ou des trucs récurrents qui reviennent souvent. Ok. Bon, je vais te répondre. C'est ce qui m'est venu directement. La croyance, en fait, au fond, toujours, c'est je suis pas digne d'amour, en fait. Et donc, pour être aimé, je dois X, Y, Z. Pour être aimé, je dois être mince. Pour être aimé, je dois donner aux autres, je dois pas être égoïste. Pour être aimé, etc., etc., etc. Parce qu'en fait, durant mon enfance, à certains moments, j'ai cru ne pas être aimé. Je dis bien j'ai cru, j'ai perçu. Et donc tout ça, ça va construire mon identité. Ça va construire des pensées, des croyances. Euh, Tu vois, par exemple, ça me fait penser c'était hier ou avant-hier, je sais plus, peu importe. J'accompagnais une entrepreneuse où elle avait une peur bleue de se tromper. Une peur bleue de se tromper. Il fallait que jamais qu'elle se trompe avec ses clients, avec tout ce qu'elle faisait. Et ouais, en fait, tout simplement, elle a appris, étant petite, que elle était aimée quand elle avait juste. C'est un peu l'archétype de la bonne. Bon élève. Voilà, exactement, merci, la bonne élève. Et en fait, pas si c'est le plus gros blocage, mais en fait, enfin si, il les résume tous, en fait. C'est toujours la même chose. C'est j'ai appris que j'étais pas aimé quand tatata, ou j'ai appris que j'étais aimé quand tatata. Et ça va tout conditionner, ça va tout créer. Ouais, c'est fou, hein. Voilà. Et donc, en apprenant juste à changer la manière dont je le vois, Ouais, changer mon regard sur peut-être des situations de vie quand j'étais plus petit, ou du coup, je comprends déjà les choses.
Ça me permet de, dans ma vie, vraiment dans le présent, Ouais. changer mes résultats et comment je me sens, quoi. Exactement. Et tu vois, j'en profite pour rajouter un petit truc. Souvent dans ce discours-là, ce qu'on confond, c'est qu'on pense que l'amour, c'est l'affection, la tendresse, la bienveillance, voilà, tout ce côté doux, chaleureux, positif. Alors qu'en fait, mais c'est pas ça l'amour. Ça, c'est qu'une partie de l'amour. Il y a toute une déconstruction là-dessus à faire. Parce qu'on a catégorisé que être gentil, c'est bien, être chaleureux, c'est bien, être bienveillant, c'est bien, et puis être ferme, c'est mal, être dur, c'est mal, poser une limite, c'est mal, dire non, couper la parole, c'est mal, enfin, tous ces trucs-là, tu vois. Alors que, non, pas forcément. Et ça, c'est souvent, pourquoi je dis ça? Parce que souvent, un enfant ou un ado, peu importe, il va dire, mais là, il m'a pas écouté, il m'a coupé la parole, ou là, elle a pas été, j'aurais préféré un câlin, j'aurais voulu ceci, donc j'ai pas été aimé. Et c'est comme ça que ça se crée, en fait, ce truc de j'ai pas été aimé. Et du coup, pour moi, c'est apprendre à voir que, parce que pour moi, l'amour est partout, et même la perception du non-amour, c'est aussi l'amour, mais bon, bref, c'est un autre sujet. Et en fait, c'est dépasser ce voile d'illusion, en fait, qui crée toute cette identité, mais ça fait partie du chemin, et ça aussi, c'est parfait, mais c'est voir au-delà de ce que j'ai créé comme pensée, qui m'a aidé, hein. Ça m'a aidé, tu vois, si je prends le syndrome de la bonne élève, ok, bah, c'est souvent des personnes qui ont fait des bonnes études, qui ont un certain taf, etc., donc gagnent un certain argent, etc., etc. Donc ça m'a aidé sur plein de choses. Ouais. Mais au bout d'un moment, à la hauteur où ça m'aide, ben, ça me limite, quoi. Oui, c'est comme le je donne tout aux autres, ça aide beaucoup. Ça aide à souvent, c'est ce qu'on entend souvent, c'est que du coup j'ai construit une super famille, du coup je donne plein d'amour à mes enfants, peut-être que j'ai pas eu la sensation d'avoir quand j'étais petit. Au boulot, du coup j'ai de la reconnaissance, j'ai tout ce qu'il faut en fait à l'extérieur, mais moi je suis toujours vide. Et donc, on l'a vu avant, ça engendre tout le reste, quoi. Complètement. Complètement. Et alors un autre sujet qui m'est venu pendant que tu parlais, qui peut être intéressant, c'est que quand on parle justement de tout ça, il y a, j'ai l'impression, un passage qui est pas évident, c'est le passage de c'est à cause de ce que j'ai vécu, tu vois, donc du coup mon passé, ou même dans le présent, c'est à cause de lui, c'est à cause de mon patron, c'est à cause du temps, tu sais, toujours, en fait ce passage de je remets la faute à l'extérieur, qui est du coup bah forcément ça me permet de moins subir, ça me protège aussi de dire bah c'est pas de ma faute, c'est à cause de l'extérieur, en fait finalement j'ai peut-être une partie de pouvoir, voire même peut-être 100% de pouvoir sur le truc. Ça serait intéressant d'avoir, par les personnes que tu as l'habitude d'accompagner. Parfois, ça ne doit pas être évident. Tu vois, c'est quand tu coaches sur essayer de faire prendre sa responsabilité sur sa vie, sur ce qu'on vit, sur aussi la manière dont je le vois, versus l'extérieur, quoi. Si tu peux un peu en parler, ça peut être intéressant. Ouais, bien sûr, il y a plein de choses à dire là-dessus. Je crois que c'est Bouddha qui disait, il a raconté une histoire. Il était avec ses apprentis et je crois qu'il marchait et puis il y avait un chasseur pas loin et puis il tire et il y a un des apprentis qui se prend une flèche dans le pied. Donc il a mal et tout, etc., etc. Et en fait, il expliquait que l'être humain, ok, j'ai mal pendant le moment, là, je me suis pris une flèche dans le pied, sauf qu'en fait, l'être humain, après, il va se planter des dizaines et des dizaines de flèches pendant des dizaines et des dizaines d'années. Parce qu'il va dire oui mais c'est la faute de machin, et puis du coup je souffre, et puis du coup c'est à cause de ça que maintenant je peux plus courir vite, et je peux plus faire ça, et donc c'est horrible, et machin, et machin, et machin. Et en fait à chaque fois que je fais ça, je suis en train de me planter des flèches. Mais tu vois, si tu rencontres un serpent et qu'il te mord, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de te soigner, de penser à la blessure, d'enlever le poison s'il y en a, ou tu passes ton temps à courir auprès le serpent pour lui dire que c'est un con, que tu n'aurais pas dû te mordre, et que toi t'as raison, et que toi t'es une bonne personne, et que lui il est méchant, etc., etc., etc. Bon, c'est juste de petites histoires pour voir qu'on a vraiment plus de pouvoir, plus de responsabilité qu'on ne le pense. Ça, c'est important, ça. Ouais. Je rebondis juste, mais vraiment, nous, les personnes qu'on accompagne, c'est à cause de mon métabolisme, c'est à cause de ma génétique, c'est à cause de mes parents, de ma mère, de mon travail, de mon boulot, j'ai pas le temps, de trucs. C'est beaucoup de circonstances extérieures qui font que j'ai aucun pouvoir pour changer les choses. Ouais, mais du coup, s'il n'y a aucun pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on arrête là, on reste là? Moi, des fois, je leur dis, des personnes que j'ai en session, ok, j'entends, je comprends, j'enlève pas la souffrance que tu as vécue, c'est très dur, c'était horrible, etc. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On continue à se plaindre, ça sert à quoi de se plaindre? Attention, ça a été très utile. Très souvent, on est tous passés par là, ou beaucoup, on a besoin de passer par là. C'est souvent une étape.
J'ai pas la capacité, dès le début je sais pas, de l'événement traumatique, ou de ce que j'ai vécu, de passer directement par ok, je reprends mon pouvoir, etc. etc. Il y en a qui le font, hein, mais beaucoup de personnes, je dois d'abord passer par je suis la victime, c'est mon bourreau, nanani, nanana. Ok, sauf que ça reste très bloquant. Parce que le problème de la victime, c'est qu'elle reste victime. Et puis elle va continuer à attirer des bourreaux, des sauveurs, etc. Donc ça va être là, l'intention, en tout cas pour moi, dans l'accompagnement, c'est de créer un changement de perspective, de créer un changement d'identité, ou de voir que, ok, si je reste dans cet état de victime-là, il y a très peu de chances que les choses bougent. Parce que il y a plein de bénéfices à ça, c'est que je suis la bonne personne, moi j'ai été victime d'eux, donc moi je suis, entre guillemets, je simplifie, hein, mais je suis le gentil, et puis les autres c'est les méchants. Sauf que je peux pas changer cette situation. La victime, elle peut pas changer, elle subit. C'est l'extérieur qui vient s'abattre sur elle, et donc elle ne peut rien y faire. Et ça va continuer à s'abattre. Et du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a plein de choses qui sont possibles. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et ça va passer par certains protocoles, enfin certaines choses pour redonner, que la personne reprenne conscience de son pouvoir et qu'elle prenne conscience des inconvénients de continuer à se couper de son pouvoir, en fait. Qu'est-ce qui va se passer si je continue à me couper de mon pouvoir? Et souvent, en fait, c'est très simple. Hein, les personnes, ça fait 5, 10, 20, 15, 20, 30 ans qu'elles se coupent de leur pouvoir. Est-ce que ça t'a aidé à avancer? Est-ce que ça t'a permis de moins souffrir? Est-ce que ça t'a permis d'aller mieux? Non. Enfin, c'est très rare. Du coup, maintenant, est-ce qu'on prend le risque de peut-être changer de perspective? Ok, peut-être que tu seras plus la victime, justement. Donc ça va. Encore une fois, on a un conflit d'identité. Parce qu'en fait, aller mieux, je vais perdre ce que je gagnais en n'allant pas bien, entre guillemets. Et tant que je suis pas prêt à perdre ça, je peux pas faire ce changement. Parce que quand je fais la victime, quand je me plains, mais je reçois plein de choses. C'est magnifique, tu regardes. Et puis ça, tu le vois partout. Hein. Tu vas à un dîner, tu vas partout. La personne qui se plaint, qu'est-ce qu'elle reçoit? On dit, il y a des gens qui arrivent, mais non, t'inquiète pas, oui, mais ça va aller. Donc elle reçoit de l'attention, elle reçoit de l'affection, elle reçoit de l'écoute, elle reçoit ce qu'elle perçoit de l'amour. Et donc elle va continuer à nourrir, tant qu'en fait elle n'est pas prête à perdre ça, certaines personnes vont continuer à se plaindre, à dire que c'est l'extérieur. Parce qu'elles reçoivent quelque chose de cette dynamique, de cette structure-là. Et donc pour gagner cette nouvelle chose, en fait, qu'elles veulent, aller mieux, etc., ça va aussi passer par perdre certaines choses. Enfin, c'est pas vraiment une perte, c'est un changement de forme, mais bon. Bref, peu importe. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses là-dessus à mettre de la conscience, en fait. Et on revient sur le comportement tout à l'heure de je mange, à quoi ça me sert? Qu'est-ce qui se passe, etc. Mais là, c'est pareil. Je me plains, je suis victime de à quoi ça me sert, en fait? Si j'ai construit ça, c'est parce qu'il y a une raison d'être. Pareil, raison d'être. Donc du coup, ça me permet quoi, en fait? Et là, c'est pareil, ça ouvre des portes. Parce que, ok, ça me permet ceci. Ah, mais en fait, j'ai besoin de... En fait, ce que j'adore, c'est être le centre de l'attention, qu'on écoute mon histoire, qu'on vienne me consoler, machin, un truc bidule. Ok, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Tu veux continuer à nourrir ça? Ok, c'est quoi le besoin là? Ok, c'est d'être écouté. Ok, est-ce que tu peux être écouté d'une autre façon? Qui t'écoute déjà? Est-ce que toi tu t'écoutes? Non. Ah, intéressant. Ouais. Prise de conscience pas facile, mais qui du coup est nécessaire pour passer un nouveau cap de... Ça, c'est challengeant. Ouais. Ce passage-là, généralement, il est challengeant. Il n'est pas confortable. Mais de toute façon, ces prises de conscience-là sont généralement pas confortables. Ouais. Ça fait partie du chemin. Et comme tu l'as dit, c'est est-ce que je reste dans mon inconfort? C'est souvent c'est un peu ça qu'on dit, c'est que l'inconfort connu qui du coup est en partie confortable, même si j'en souffre, à l'inconnu qui finalement a beaucoup à apporter, quoi. Ouais, et généralement l'inconnu, ce inconnu sera beaucoup moins souffrant, mais en fait, vu que je ne le sais pas, c'est difficile d'y aller. Ouais. Ok, hyper intéressant. Franchement, déjà, merci du partage parce que je pense que ça peut quand même vraiment apporter beaucoup de prise de conscience. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si jamais ça vous a parlé, si jamais vous avez d'autres questions pour qu'on puisse y répondre dans d'autres podcasts, mais c'était vraiment puissant. Est-ce qu'il y a d'autres choses, toi, qui te viennent, tu vois, je sais pas moi, un mot de la fin justement par rapport à tous les sujets qu'on a vus ensemble? Il pourrait y avoir plein de choses. Pour moi, la clé, elle est c'est de la présence, la conscience. Et bon, ça veut tout et rien dire comme ça, pour développer un peu, mais peut-être sur des termes peut-être plus simples, plus accessibles. C'est l'acceptation. Ça, on l'entend beaucoup. Mais qu'est-ce que ça veut dire par là? Pour faire ses premiers pas d'acceptation, c'est commencer à essayer de se comprendre. Ça peut être, pas forcément pour tout le monde, ça peut être une voie d'accès qui peut permettre certaines transformations. Tu vois, par exemple, si je comprends pourquoi je mange le soir quand je rentre, si je comprends pourquoi, je sais pas, j'attire telle personne, ou ok, pourquoi je suis peut-être dans cet archétype de la victime, je me plains, ok, ça me permet de processer peut-être ce que j'ai vécu, de me dire que c'est pas ma faute, donc je me sens mieux, de me couper de ma responsabilité, par exemple, ça me permet ok, j'ai vécu ça, en fait, ça me permet de le digérer, etc. Et en fait, de continuer dans cette voie de me comprendre. De continuer à me comprendre plutôt que de me rejeter. Plutôt que de me dire ça c'est mal, tu dois pas être comme ça.
Ça, t'es pas bien, ça, c'est mal, faut que tu arrêtes de manger, il faut pas que tu sois comme ça, faut pas que tu sois comme ci. Et juste d'aller explorer, au lieu de rejeter, de repousser, de prendre là ces parts de moi et vraiment de les regarder en face et de plonger dedans en fait. Génial, hyper précieux. Et merci du partage. En tout cas, du coup, si vous vous êtes reconnu dans ce partage, si ça fait peut-être des années que vous êtes en souffrance vis-à-vis de ce sujet, de la relation à la nourriture, du poids, etc., et que vous avez envie de passer justement un cap et d'aller faire ce travail sur soi, sur vos émotions, sur votre relation à la nourriture pour aller mieux, je vous inviterai à cliquer sur les liens qui se trouvent en dessous de cette vidéo. Vous verrez, vous aurez la possibilité de réserver un rendez-vous avec un coach de l'équipe, qui sont donc des rendez-vous qu'on appelle nous des bilans de sessions de clarté émotionnelle. C'est vraiment un temps d'échange qui est gratuit et qui permet de faire le point sur ce qui se passe pour vous, sur les blocages, justement, conscients, inconscients, qui ne sont pas forcément toujours faciles à identifier par soi-même, et tout simplement d'aller mettre en place un plan d'action, une feuille de route, d'identifier si notre méthode pourrait vous convenir. Encore une fois, il n'y a rien de magique, mais c'est simplement un vrai travail sur soi et ses émotions pour changer les choses en profondeur avec une approche qui soit globale aussi. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien donc juste en dessous, vous avez juste à cliquer dessus, à remplir le petit formulaire et on se fera un grand plaisir de vous aider et de vous accompagner. Merci Thibaut pour la participation et je te dis à bientôt, hein. Merci à toi et à la prochaine. Allez, let's go.